Bonjour à tous et merci à tous ceux qui sont là et bonjour à ceux qui ne sont pas là mais qui peut-être nous regarderont un jour. Et merci surtout à vous tous d'être venus, vous de la côte ouest de la France et qui allez nous présenter ce film dont vous voyez déjà la première image sur la boussole, un des derniers entretiens que auquel Mireille s'est prêtée. Merci. Hop là. Merci à vous aussi, Antonio, oui, qui êtes là, qui avait été si proche de Mireille jusqu'à sa mort et qui l'avait abrité dans votre nid merveilleux que je vous conseille à tous d'aller découvrir parce que Antonio est un plasticien aux multiples talents et qui sait faire notamment des maisons bulles qui sont absolument remarquables, qui m'ont beaucoup touchée. Et c'est vous qui avez en fait co-créé avec Mireille cette boussole des possibles, vous entraînant l'un l'autre dans un processus d'inspiration réciproque entre la pensée et la matière dont vous allez nous parler. Donc, merci également à vous, Jean-Michel Gainsberg, un ami proche à la fois de Mireille et également de son mari, Paul Bouchet, un autre éminent juriste, résistant de toujours, bâtisseur d'un monde nouveau, dont le berceau est peut-être au château de Goutlas, qui abrite la bibliothèque de l'humanisme juridique, fondée par Mireille. Un château que je vous recommande vivement d'aller découvrir. Ce centre culturel est remarquable. Et il y règne un esprit que j'aspire à faire souffler jusqu'ici. Voilà. Goutlas, c'est donc à côté de Lyon, dans le Forez. Oui, à côté de Marcoux. Oui. Vous connaissez leur pensée juridique novatrice, dont je me réjouis que vous présentiez tout à l'heure. Merci aussi à vous, Olivier Abel, qui avez fait 7 heures de train pour arriver de Nîmes. Vous enseignez l'éthique à l'Institut protestant de théologie de Montpellier, mais vous êtes avant tout philosophe, ce que j'ai découvert. Grand spécialiste de Ricoeur, donc. Et vous avez su interréagir avec la philosophie de Mireille, autour en particulier de la notion de la spirale des humanismes, que vous allez nous détailler. Merci aussi à toi, Jean-Philippe, de pouvoir nous gratifier de tes talents d'accoucheur des personnalités et des pensées, et qui animera cette table ronde. And last but not least, attends. Merci à René Pierre de m'avoir permis de vous inviter tous ici pour honorer la mémoire de Mireille, qui nous réunit ici aujourd'hui. Il s'agit en fait, dans mon esprit, moins d'un hommage que de la réception de son œuvre, si novatrice. Une œuvre qui en fait entamé un vaste chantier dont Mireille pressentait l'ampleur à la veille de sa mort. Non seulement dans les champs de l'écologie, mais aussi dans tous les champs d'une économie et d'une démocratie à bout de souffle. Il ne nous reste donc qu'à relever les manches. Un chantier qui nous invite tous à relever les manches, ne serait-ce que pour construire la vraie boussole de 6 mètres, dont un prototype a déjà été planté à Goutlas. Et si jamais certains d'entre vous sont intéressés par cette boussole, après le film, après toutes les explications qu'on va avoir, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter le site du château pour essayer de contribuer à l'édification de cette boussole. La boussole dont nous avons besoin pour éviter le poteau noir sur l'océan de la mondialisation. Donc, qui était Mireille, en fait ? Pour moi, et c'est simplement mon propre témoignage, c'était une grande dame dont la simplicité égalait la grandeur. Une juriste hors pair, à la carrière exceptionnelle. Elle a commencé sa carrière de professeure des universités, et en France, c'est pas simple d'y accéder, à l'âge de 29 ans.
Et ça l'a amenée jusqu'au Collège de France et à l'Académie des sciences humaines et morales. Une juriste visionnaire des droits qui n'existent pas encore, comme il se plaisait à dire. Une juriste engagée également en faveur des migrants et ne craignant pas de dénoncer les dérives sécuritaires, même à l'encontre de Macron, qui l'invitait pourtant dans ses réunions. Vision d'un droit organique, vivant, fluide et non architectural minéral, en évolution permanente, ouvert à l'imprévisible, et non qui contrôle tout, comme on a un peu l'impression maintenant. Un droit nourri par l'art, la poétique et la philosophie. Un droit ouvert à d'autres visions, cherchant à articuler la pluralité des humanismes. En bref, un droit cosmopolite, à l'opposé d'un droit nationaliste, ce qui est le grand débat actuel, conduisant à une mondialité apaisée, enracinée dans un ensemble de souverainetés solitaires, conscientes de leur interdépendance. Voilà, je vous laisse, je vous cède la parole et je me réjouis de vous écouter. Donc on va commencer par le film. Attends. Merci Marie-Laure. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Il y a de la performance là, hein. Attention. Évidemment, c'est comme tu l'as très bien précisé, il ne s'agit pas d'un hommage, il s'agit d'une rencontre, et pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, probablement d'une première rencontre. Donc cette première rencontre va se faire d'abord en la voyant à travers un film de François Stuck. Vous prenez le micro. Juste une question, après on pourra parler, mais qu'est-ce que vous avez retenu de votre rencontre comme cinéaste avec Mireille? Je crois que ce que j'ai retenu de sa rencontre, c'est qu'il était indispensable de faire vivre cette pensée. C'est vrai que je fais des films depuis très longtemps et que j'essaye toujours d'aller chercher des sujets de société qui dérangent, alors qu'elle, elle apporte, elle parle de quelque chose pour moi qui est fondamental, cette histoire du droit, et que j'ai rencontré dans différents films que j'ai faits. En 2014, j'ai fait un film qui s'appelait 14-18, Dieu veut-il la guerre. Donc c'était comprendre ce qui s'était passé. Et j'ai découvert qu'il y a des gens qui, à la fin du 19e siècle, avaient créé un mouvement qui s'appelait la paix par le droit. Comme si le droit avait cette capacité de pouvoir faire que les hommes se réunissent et restent en paix. Ce qui donna plus tard la Société des Nations, avec cette idée qu'on allait créer un droit commun qui allait faire que les sociétés allaient se comporter comme des individus dans une nation et faire société. Voilà. Et donc, la rencontre avec Mireille Delmas-Marty, c'est d'abord la première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai interviewée parce qu'elle avait elle avait précisé des termes qui étaient sécurité et sûreté. Et elle expliquait en quoi il était indispensable de bien comprendre chaque terme et chaque sens des mots. Et donc, ce que j'ai essayé de faire dans cette rencontre, de toute façon, on rencontre Mme Delmas-Marty, voilà, et j'ai eu la chance de pouvoir faire un grand entretien avec elle, dont est issue la boussole du possible, et c'est quelque chose d'incontournable, en fait. À un moment donné, il fallait le faire, voilà. Alors, on va voir 20 minutes de rencontre avec Mireille Delmas-Marty, et puis ensuite, les uns et les autres vont parler d'elle. Et comme ça, on va passer un bon moment ensemble. C'est en tout cas ce que nous souhaitons au nom des rencontres Orient-Occident. Hein. Vous savez, le mot passe-partout, c'est efficacité, alors que ça devrait être légitimité. Officiellement, je suis professeure de droit, donc juriste. J'ai enseigné dans différentes universités, dont la dernière était Paris 1. Mais ensuite, j'ai enseigné dans un lieu un peu atypique qui s'appelle le Collège de France, dont la devise est Omnia Docet. On enseigne tout. Ça ne veut pas dire qu'on sait tout, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de tabou. C'est un lieu où on ose enseigner un savoir qui est en train de se faire. Le droit, alors les droits c'est vaste. En fait, ma chère au Collège de France, on m'avait demandé de proposer un intitulé. J'avais proposé un intitulé un peu long qui était Études juridiques comparatives, donc comparer les systèmes nationaux les uns par rapport aux autres, et
internationalisation du droit. Internationalisation du droit, ça ne voulait pas dire droit international, ça voulait dire le processus, le mouvement qui fait que les droits nationaux s'internationalisent peu à peu. On a plus que jamais besoin de ce que j'ai appelé par ailleurs les forces imaginantes du droit, c'est-à-dire la manière dont les concepts juridiques peuvent s'adapter à l'évolution des pratiques, à l'évolution du monde réel. Il y a plusieurs images possibles. Moi, j'en ai lancé une nouvelle, disons dans la façon dont je propose de l'utiliser, ça serait l'image de la boussole. Alors la boussole, c'est pas la balance, c'est pas le glaive, c'est une sorte de guide d'orientation. La justice pour s'orienter parmi les vents contraires. L'esprit peut souffler dans des sens apparemment contradictoires. Par exemple, on a actuellement en discussion aussi bien pour lutter contre le terrorisme que pour lutter contre la pandémie, on a les vents contraires qui sont la liberté et la sécurité. Apparemment, ce sont des contradictions insolubles, ce sont des vents inconciliables. En réalité, il faut bien les concilier parce qu'on n'a pas le choix d'une certaine manière. La liberté sans sécurité, ça conduit à un chaos. Mais la sécurité sans liberté, ça conduit au totalitarisme. Donc comment faire? À l'échelle mondiale, il n'y a pas cette histoire commune, il n'y a pas ces préférences communes. Donc on a perdu le Nord, et par quoi le remplacer? Ça ne peut pas être par un pôle qu'on privilégierait à la place des autres, parce que ce pôle privilégié, il faudrait en réalité choisir une vision culturelle plutôt qu'une autre, mais disons qu'il y a peut-être quelque part un centre magnétique, un centre de gravité, où seraient quelques valeurs communes qui permettraient de penser ensemble ce que les poètes appellent la mondialité plutôt que la mondialisation. Si on a une boussole avec un centre magnétique contenant des valeurs communes, il y a plusieurs avenirs possibles. Boussole des possibles parce que, à condition d'intégrer des principes communs, il y a différents avenirs qui restent possibles. Et l'avenir reste ouvert à l'imprévisible. La boussole traditionnelle comprend un pôle magnétique qui est le pôle Nord. Et on choisit son cap, sa direction, on s'oriente en fonction du pôle Nord. Or, à l'échelle de la mondialisation des sociétés humaines, on ne peut pas caractériser un pôle Nord parce que ça impliquerait de choisir entre les vents contraires, choisir la liberté ou choisir la sécurité en les opposant, choisir la compétition ou choisir la coopération, choisir l'innovation ou choisir la conservation, choisir l'exclusion ou choisir l'intégration. On a tous ces couples ou ces paires, on pourrait dire les paires de vents opposés, les couples de vents contraires. Et donc, on ne peut pas avoir une boussole au sens habituel du terme qui nous indiquerait le pôle Nord. En revanche, on peut imaginer une boussole qui comporterait un centre magnétique. Un centre magnétique où se rencontreraient les principes venus des différentes traditions de l'humanisme, des différents humanismes tels que les populations, avec leur culture propre, l'ont imaginé au fil du temps. Dans un de mes livres qui s'appelle précisément « Aux quatre vents du monde », j'ai, dans la dernière partie du livre, essayé de montrer que chacun des grands acteurs de la mondialisation voudrait être reconnu comme le maître des vents. Et à ce moment-là, il y a un personnage qui, dans le poème de Glissant, reste silencieux et qui, dans mon apologue, devient le personnage central. Alors, Glissant l'appelle joliment le petit souffle innommé. Donc, il y a les grands vents qui ont tous des noms, Sirocco et autres, Alizé, etc. Le petit vent
le petit souffle innommé venu de sa campagne pour écouter ses frères immenses. Ça, c'est dans le poème. Et dans mon apologue, le petit souffle innommé, voyant qu'on va vers l'échec et le chaos, il prend la parole et il dit « On n'a pas besoin d'un maître des vents, chacun à sa place, de sa place, avec ce qu'il sait faire, peut jouer une partie du rôle du maître des vents, mais à condition de se coordonner avec les autres, d'intervenir en compatibilité avec les autres. » Donc c'est ce petit souffle innommé venu de sa campagne qui finalement essaye de trouver la solution. Les figures des vents opposés, mais dominées, pas dominées, simplement surplombées de façon modeste par le petit souffle innommé, et le droit, la gouvernance mondiale, le fil à plomb, qui érige la spirale des humanismes. Sans le fil à plomb, la spirale des humanismes s'effondre. Le fil à plomb est dans l'eau, parce que l'eau, pour moi, pour tout le monde, est l'élément primordial de la vie. Elle est contenue dans un réceptacle qui fait partie de la planète. Il me semblait qu'il fallait utiliser d'autres voies pour éveiller l'attention, pour stimuler l'imagination. Et précisément, l'art, alors les différentes formes d'art, ça peut être la poésie, ça peut être la peinture, ça peut être la musique. Moi, j'ai plutôt choisi les installations relevant d'une sculpture mobile ou mouvante. L'idée m'est venue de demander à un artiste d'exprimer, au fond, ce droit en mouvement, ce monde en mouvement, par une création artistique, par une installation qui démontrerait sans passer par la raison pure. L'idée est assez simple, c'est de montrer qu'il est possible de stabiliser les mouvements des vents du monde, les vents de l'esprit étant assimilés aux vents du monde, c'est l'analogie entre les vents de l'esprit et les vents du monde, il est possible de déstabiliser sans immobiliser les sociétés humaines. Peut-être que l'art permet d'explorer autrement des zones qui sont très obscures, qui sont presque invisibles, rendre visible l'invisible. Au début de cette entreprise assez extraordinaire pour les deux personnes que nous sommes avec, voilà, moi, j'ai dit, tout ça, Mireille, ça, à mon avis, ça sert à rien. Et là, j'ai eu cette réponse terrible. Elle m'a dit, oui, ça sert à rien, mais il faut le faire quand même. C'est pas une sculpture, c'est un objet manifeste. J'ai pas eu un rôle de sculpteur qui fabrique quelque chose, le met au milieu d'une place et qui dit c'est moi qui l'ai fait. Non, là ça n'a rien à voir. J'ai mis tout ça au service d'une pensée. Je suis profondément... j'avais besoin peut-être de faire ça, parce que pour moi c'est un manifeste dans le sens où même si je ne crois pas que l'humanité va se sortir de tout ça, j'ai du mal à y croire, mais si on fait tous à notre échelle personnelle dans quelque chose, ça j'y crois encore. Et voilà, à mon niveau j'ai pu faire ça. Et ça me donne au moins cette espèce de sentiment de mourir droit dans mes bottes parce que j'ai fait ce que je pouvais.
j'ai fait ce que je pouvais. Voilà. J'avais l'impression d'être au bout de ce qu'on peut dire avec les mots, au bout de la capacité de la pensée discursive, du discours, pour exprimer ces interdépendances, ces enchevêtrements qui sont de plus en plus complexes. J'avais ce sentiment diffus qu'il fallait faire autrement, qu'il fallait faire autre chose, qu'il fallait toucher autre chose que la vision logique des choses. Donc peut-être éveiller une émotion. La paix sur Terre, c'est quelque chose d'important. Mais la paix avec la Terre, c'est quelque chose de plus large encore. C'est pas seulement la paix entre les humains, c'est la paix entre les humains et le monde non humain. Ce qui est nouveau avec l'ampleur prise par la mondialisation, qui touche pratiquement tous les problèmes de société, et qui touche en particulier les grands défis du monde actuel, eh bien, cette mondialisation des défis, on n'a pas de réponse véritablement légitime à lui donner parce que les communautés mondiales qui ont la légitimité des États-nations, elles se sont construites dans la durée, elles se sont construites sur une histoire commune, donc sur une mémoire, et je dirais sur le couple, plus exactement, mémoire et oubli. Or, à l'échelle mondiale, il n'y a pas véritablement d'histoire commune. Dans les populations, il n'y a pas la conscience d'une histoire commune à l'échelle mondiale. Alors, comment faire ? Il me semble que ce qui permet de légitimer ce qui serait appelé à devenir une gouvernance mondiale, eh bien, c'est le sentiment d'appartenance, la prise de conscience plus exactement de notre appartenance à la même communauté parce que nous aurons le même destin. Le destin, c'est l'avant, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'au lieu de se projeter sur le passé, il faut se construire sur un avenir commun parce qu'on sait et on commence à comprendre, à prendre conscience du fait qu'on aura le même destin. On est embarqué sur le même bateau et on coulera tous ensemble ou on se sauvera ensemble. De même que la mémoire se heurte à l'oubli, l'anticipation ne peut pas être totale. Elle se heurte à l'imprévisible. Une grande partie de l'avenir et du destin de l'humanité, voire le destin du monde vivant tout entier, est imprévisible. L'idée de bien commun mondial, c'est une idée qui répond à l'ampleur mondiale des défis. Alors, qu'est-ce qu'un bien commun mondial ? La santé face aux pandémies, le climat face aux problèmes environnementaux et aux émissions de gaz à effet de serre, le respect de la personne face aux désastres des migrations. En fait, les mots-clés par rapport à indépendance et souveraineté, ça serait interdépendance et solidarité. L'homme, si on en croit la Déclaration universelle, est doué de conscience et de raison. Donc il est le seul à pouvoir être considéré comme responsable et se considérer lui-même comme responsable. Ça veut dire qu'il a peut-être, malgré tous les déterminismes qu'on connaît, il a peut-être une petite marge de manœuvre. Ce n'est pas la marge nationale d'appréciation, c'est la marge aussi de chaque individu, la petite marge de manœuvre qui fait qu'on peut chacun, ce que disait le petit souffle dans l'Assemblée des vents, dans le Congrès des vents, chacun peut apporter quelque chose, peut contribuer à cette responsabilité qui est en fait d'assurer la survie de notre maison commune. Alors, voilà, on peut montrer. Alors,
Ici, j'ai tout simplement pensé à la ronde enfantine, la farandole. Hein. Des trucs, mais ça, c'était une des plus faciles. C'était une des plus faciles. Ils sont tous dedans. Ça, c'est la compétition. Voilà, c'est ça, Antoine. Quand il y a du vent, n'est-ce pas? Ils se cognent. Boum. Compétition. Voilà. Voilà, coopération. Ok? Comme ça. Conservation, là ça commence à se gâter, parce que conserver quoi? Hein? Conserver quoi? C'est deux mains qui protègent la planète. Et conservation est opposée à innovation. Innovation, vous allez le voir, c'est tout simplement un cerveau, mais avec une moulinette, et pas pour faire la vinaigrette. C'est pour agiter les neurones. D'accord? C'est une moulinette à neurones. Voilà innovation. D'accord? Sécurité, vous allez le voir. Voilà, sécurité. D'accord? Il peut aller dans la cage, mais la porte est ouverte. Voilà sécurité. C'est l'ambivalence. Faites ce que vous voulez. Mais pour moi, voilà sécurité. Comment représenter la liberté? Alors, j'ai fait ça souvent dans ma vie. Quand je trouve pas, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers les poètes. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tord, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises et sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, et j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Et la spirale logarithmique, symbolique, c'est la permanence de l'être, l'identité, dans l'évolution. Voilà, vous accrochez Alors, ça. vous avez le fil, et Mireille va accrocher le plomb. Et voilà. Voilà, vous voyez que la spirale est érigée. C'est pas mon anniversaire en fait, c'est l'anniversaire de tout un mouvement qui s'est créé à partir de Goutla il y a beaucoup plus longtemps et qui sera fêté comme l'anniversaire de la restauration de Goutla. Au fond, il y a derrière tout ça, il y a l'imagination qui est le propre de l'homme, beaucoup plus que la peur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. C'est l'ange gardien? Voilà. C'est un ange gardien. Ah, c'est toi l'ange gardien? Voilà. Et toi aussi, tu es un ange gardien. Alors, depuis loin, voilà. Le gâteau. On va juste rétablir la lumière en félicitant le cinéaste, bravo. C'est beau travail. Antonio, prenez le micro. Moi, j'aimerais bien vous entendre. Vous êtes sûr que j'ai pris le micro? Mais si, ça sera encore mieux. Je peux faire une grosse voix. Non, vous n'êtes pas obligé. Bon, Antonio, quand on vient vous trouver comme ça, quand
quand Mireille vient vous trouver, Oui. qu'elle développe son idée, comment vous réagissez, vous? Vous dites c'est cinglé, c'est étonnant, c'est un truc. Quelle est votre première réaction jusqu'à ce que vous compreniez le symbole? Ça s'est passé en bas d'un escalier. Mettez le micro près des La lèvres. deuxième fois que je l'ai revu après 20 ans, et, d'un seul coup, elle dit « Vous pourriez penser à quelque chose d'après mon dernier livre ?» Bon, c'est là je lui ai écrit une lettre quelque temps après. Ça a mis 5 secondes. Je ne vous fais pas le détail. Parce que moi, j'ai vu tout de suite. Si je disais oui, elle ne savait pas à quoi ça m'entraînait. Et j'ai dit, je vais essayer. Voilà, après ça a pris 2 ans. Mais maintenant, avec le recul, ce qui est étonnant, c'est que cette femme comme ça, là, en bas de l'escalier, malade, je me rends compte maintenant qu'elle avait des intuitions, qui la dépassaient elle-même. Ça sortait. Oui. Et elle-même était surprise. Ça sortait. Alors après, évidemment, elle conceptualisait autour et tout ça. Hein. Mais il y a quand même Mais il y a quand même un moment où vous, avec votre technique, avec votre savoir-faire, vous allez devoir interpréter les symboles. Le fil à plomb, par oui. exemple, ou d'autres choses. La première chose que j'ai comprise, c'est que, je le dis là, un sculpteur, c'est quoi? Il passe toute sa vie à développer une esthétique personnelle, il la propose, s'il arrive à la mettre au milieu d'une place, il est content parce qu'il dit c'est moi qui l'ai fait. Là, j'ai compris tout de suite que c'était pas vous. Pas du tout ça, quoi. Donc, première chose que j'ai comprise, comment se mettre au service d'une pensée qui n'est pas la mienne, mais que j'admirais. Hein. Oui, qui vous touche. Oui, que j'admirais. Deuxième chose, donc, être porté par une pensée, comment la représenter dans la matière. Et donc il fallait éliminer l'ego, il fallait se mettre au service. Parce qu'il faut une part d'humilité quand même pour entreprendre ça. C'est pas votre œuvre au départ. Ah non, moi j'ai jamais fait quelque chose comme ça. Oui, oui. Alors évidemment, très vite, j'ai compris des trucs. Deuxième chose que j'ai compris très vite, c'est que si je ne faisais pas appel aux symboliques puissantes élaborées par l'humanité, je m'en sortirais pas, je ferais un machin. Alors, ça n'aurait évidemment aucun intérêt, quoi. Donc, et d'ailleurs, quand j'ai lu le livre Aux 4 vents du monde, Mireille m'avait dit, commencez-le par la fin. Je fais jamais ça, moi. Elle faisait tout le temps ça. Et je suis arrivé à l'apologue, où elle parle du petit souffle innommé. Et là, j'ai dit, ouf, sauvé. Parce que bon, c'est un bouquin de oui, bien sûr. Et là, le petit souffle, tout de suite, l'imagination est partie. Quoi, ça vous a donné le feu vert. Ouais. Après, ben c'est... Quand il y a des choses qu'on trouve tout de suite, et j'ai remarqué dans ma vie que quand on ne trouve pas tout de suite, c'est vexant. Mais si on cherche, on trouve. Sauf que c'est du boulot. Ouais. Voilà. Mais là, on voit bien quand même dans cette séquence que c'est une co-création. Elle va vous suggérer un symbole et vous allez l'interpréter. Oui, voilà. Alors, c'était un va-et-vient permanent, surprenant pour tous les deux, puisque je prenais... vous avez vu les figures. Bon, là, on ne parle pas trop du fil à plomb, je vous en parlerai après si vous voulez. Mais le jour où j'ai eu l'idée du fil à plomb, c'est parce que chez moi, j'ai déjà fait ça. Je vous raconterai si on a le temps. Et j'ai appelé Mireille, je lui ai dit, ça y est, j'ai trouvé pour le...
Je lui en ai acheté un de fil à plomb. D'accord. Parce que elle n'a pas passé sa vie à monter des murs. Hein. Bien qu'elle ait fait du béton, parce que c'était une artiste. Hein. Oui, oui. Ouais, ouais. Donc, la spirale, à chaque fois, des fois, alors ce qui a été, par exemple, très difficile à trouver, c'est comment représenter la liberté. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'effigie, de figure universelle de la liberté. Mmh. La paix, vous avez la colombe. Il a parlé de la balance. Il y a des symboles comme ça. La liberté, alors il fait comment l'artiste? Il se rappelle qu'autrefois, il a lu Paul Éluard et il est sauvé encore une fois. On l'a vu, oui. Ouais, voilà. Alors, après, à la fin de toutes ces symboliques, le fil à plomb, la spirale logarithmique, voilà, j'ai dit, c'est la permanence de l'être dans l'évolution. C'est exactement la pensée de Mireille. Bon, ne pas perdre son identité en changeant. Bon, alors quand je lui disais ça, j'ai trouvé. C'était assez au téléphone à n'importe quelle heure de la nuit. Enfin, et là, après, un jour, elle m'a dit, mais la matière donne à penser. Ah, ça, je ne m'y attendais pas. Ça, c'était imprévu. Donc, elle s'est remise. Elle n'aimait pas que je dise ça, mais pour rigoler, je disais, vous lancez une idée en l'air et vous prenez un concept sur le coin de la figure. C'était souvent ça. On va revenir là-dessus. Jean-Michel, j'aimerais que vous nous disiez quelque chose quand même, parce que on sait quel intellectuel était Mireille. Oui. Ses écrits sont extraordinaires, les échanges avec vous ou avec Olivier sont remarquables. Alors pourquoi, à un moment, elle a besoin de s'exprimer à travers ça? Pour elle, il fallait qu'elle puisse transmettre une pensée. Et son souci était de ne pas s'adresser seulement à des juristes. Déjà, elle avait déstabilisé les juristes, puisque, bon, en substituant, par exemple, à la hiérarchie des normes, la métaphore des nuages ordonnés, il y avait de quoi déstabiliser, effectivement, un juriste. Bon. Elle souhaitait, effectivement, dans une démarche, je dirais, pédagogique, pouvoir s'ouvrir à davantage de monde. Et il est difficile parfois d'exprimer uniquement à travers des mots, d'ailleurs elle l'indique elle-même dans l'interview que nous venons de voir, difficile de pouvoir faire passer la totalité d'une idée. Et ce qui est très remarquable dans ce que vient de dire Antonio, c'est que Antonio, cherchant à matérialiser une idée, enrichissait en retour la pensée de Mireille, qui a été amenée à creuser encore davantage et à pouvoir donner plus de sens à cette réalisation. Donc je pense que cette sculpture, cet objet, c'est pas vraiment une sculpture, cet objet manifeste permet à plus de personnes de comprendre quels sont les enjeux de la mondialisation. Olivier, prenez le micro aussi. On reviendra à vous, bien sûr, pour parler de l'aspect juridique. Mais vous, comment réagissez-vous à cette idée, à cette réalisation? Alors, moi, en fait, je suis justement contemporain juste d'un petit moment, si je peux dire. Enfin, je connaissais Mireille avant, dans d'autres contextes. Mais on s'est accroché, si je puis dire, un jour à Villeneuve-les-Avignon, en parlant de ça. Et justement, elle m'expliquait un peu ce qu'elle voulait faire. Et je ne sais pas à quel stade, il faudrait que je retrouve la date précise pour en voir ça avec Antonio, à quel moment c'était. Et j'ai dit, mais en fait, ce que tu cherches, c'est une spirale. Elle m'en fait très bien. Et avec l'idée que, en fait, c'est une idée qui me vient de Paul Ricoeur, c'est l'idée que, justement, personne n'a raison tout seul. Il y a un travail de correction réciproque. Il y a un infini travail, un infini endettement mutuel et un infini travail de correction réciproque. C'est ça qui m'intéressait dans le côté, je dirais, non pas un cercle vicieux
dans lequel on s'enfonce dans le même, la spirale dans laquelle justement il y a de l'autre qui arrive et qui nous fait sortir des ornières. Alors il y avait cette image-là qui m'est venue très forte en l'écoutant me raconter la vision qu'elle avait, qui était encore à ce moment-là purement une vision, ça n'avait pas... Et quand vous dites la matière de la pensée, donc la magnifique, ça évoque bien sûr justement la fameuse phrase de Ricoeur, le symbole de la pensée, j'ai tout de suite senti ce côté bachelardien finalement, qu'il y a, et qui était avec cette idée qu'il y a une sorte de... Quand elle dit dans l'entretien que j'avais fait avec elle, enfin qui est le seul truc qu'on ait pu faire ensemble finalement, où elle dit, voilà, trop tard, elle ne le dit pas tout à fait comme ça, mais enfin trop tard, j'ai compris les limites de l'écriture, les limites du langage discursif, et donc les mots ne sont pas suffisants, elle disait. Et ça me fait penser à Bachelard qui dit, voilà, trop tard, j'ai compris l'importance de l'alternance entre le concept et l'image, entre le jour et la nuit. L'idée qu'il y a un rythme, on a besoin de trouver un rythme plus ample. C'est une pensée rythmique, c'est une pensée qui a du rythme, la pensée. La boussole a perdu le nord. Expliquez-nous ça. Ah oui, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. On arrête de penser. Non, on pourrait très bien dire qu'avec le nord, on a tous les autres pôles, enfin les autres points cardinaux. On peut s'orienter à partir de n'importe quel point extérieur à soi. Il faut un point extérieur à soi pour s'orienter, si je peux dire. Ça, c'est la base. Bon, non, c'était ça l'idée. C'était ne pensons pas que nous savons où est le pôle Nord. C'est ça l'idée, je pense, de base. C'est désorientons-nous un peu. C'est une boussole à nous désorienter. C'est ça le but de la boussole. C'est de comprendre qu'il y a plusieurs pôles et qu'il faut les faire travailler, enfin, voir le monde selon chaque fois ces différents pôles. C'est comme ça que je... Au-delà de ça, voilà, le monde est déboussolé. Est-ce qu'on comprend? Mais moi, j'aimerais que vous nous répondiez. Oui, moi, j'aimerais bien que vous nous répondiez parce qu'au fond, elle va aussi déboussoler les juristes. Elle a aussi déboussolé les juristes, absolument. Oui, et elle a cherché précisément à donner des directions. Elle cherchait, disait-elle, à concilier l'inconciliable. Elle cherchait à inventer un droit qui n'existe pas. Donc c'est ce mode de raisonnement extrêmement dynamique qui était tout à fait passionnant. Moi, je voulais ajouter peut-être quelque chose par rapport à l'entretien que vous avez vu avec elle. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Et on va revenir à ces questions-là. Alors, l'entretien, et d'ailleurs, je dois remercier Olivier parce que c'est lui qui a refait le lien. En fait, je préparais un documentaire qui s'appelle « Être en transition, le vivant nous questionne ». Et j'ai eu et Olivier m'a envoyé ce fameux échange que vous avez fait avec Mireille. Et j'ai compris qu'on ne pouvait pas aborder la problématique de la transition sans parler du droit, de la place du droit. Et donc, du coup, Mireille Delmas-Marty, avec sa conception du droit, qui me semble qu'elle s'interrogeait comment le droit pourrait accompagner notre transformation à tous. Alors après, je suis pas... Mais c'est ce que j'ai ressenti, voilà, de ça. Et donc... du coup, on a fait un entretien où on a parlé plein de choses autour de sa pensée, de l'évolution de sa pensée, et qui a donné en particulier ce film-là, mais qui va aussi en donner un autre sur tout ça, quoi. Mais c'est vraiment cette idée centrale, comment le droit va nous aider à avancer vers une paix commune, quoi. Mais c'est aussi comment le droit s'est sclérosé, par exemple, par rapport à la notion de sécurité, par rapport à... Comment le droit s'est sclérosé et comment précisément pouvoir donner à penser dans une forme de raisonnement dynamique qui n'est pas figé et qui fait appel à des idées ou des métaphores tout à fait neuves, tirées notamment de la poésie, du paysage, de la musique, des choses, des peintures. Il est significatif, par exemple, que dans ses cours au Collège de France, elle ait fait reproduire un tableau de Vera da Silva qui s'appelle L'issue lumineuse, c'est déjà tout un programme, et que au cours de ces 4 années ait été publié sur cette couverture une partie du tableau, et que c'est seulement à la fin qu'est publié le tableau en entier.
Voilà, vous voyez, c'est tout à fait typique de sa pensée. Mais au fond, qu'est-ce qu'elle laisse aujourd'hui comme héritage juridique, selon vous? Elle laisse une pensée et des voies peut-être de solutions de gouvernance mondiale. Mireille était une personne très souvent angoissée et qui avait besoin d'être rassurée. Et au cours d'une conversation qui remonte à il y a quelques mois seulement, je lui disais, mais Mireille, votre pensée qui est très en avance deviendra peut-être opératoire dans 30 ans. Quand les catastrophes, quand les grandes catastrophes seront arrivées. Car aujourd'hui, ni un Poutine, ni un Xi Jinping, ni un Donald Trump n'ont véritablement ni conscience, ni l'ambition de faire advenir sur l'ensemble de la planète le bien commun. Vous donnez des directions qui permettent d'aller vers ce bien commun en respectant les différentes cultures. C'est pourquoi d'ailleurs elle parlait non pas d'un droit universel, mais d'un droit universalisable. C'est donc toute une démarche. Et c'est seulement quand les grandes catastrophes seront arrivées, qu'il y aura des problèmes climatiques, que le Bangladesh aura été totalement submergé, qu'il y aura des dizaines de millions de migrants, etc., qu'à ce moment-là, peut-être, une prise de conscience de la part des grands dirigeants de la planète verra le jour pour montrer que nous sommes effectivement non pas solidaires, non pas solitaires, mais solidaires. La souveraineté aujourd'hui n'a aucune signification. Nous voyons bien quelles sont les interdépendances. En matière, d'ailleurs Mireille le rappelait, en matière de santé. La pandémie, elle ne s'arrête pas aux limites des États. En matière de défis climatiques. Et là, quand véritablement l'humanité aura conscience, prendra conscience de la nécessité de se tourner vers le bien commun, c'est à ce moment-là où peut-être ces idées pourront entrer en application. 30 ans d'avance. Merci Olivier. Pour le philosophe que vous êtes, quelle trace elle laisse? Il y a une notion que j'ai beaucoup aimée quand en dialoguant avec vous, c'est la notion de se déprotéger. Et apparemment, c'est quand même une notion qui est importante chez elle. Oui, on a beaucoup parlé de ça. Je crois que se déprotéger, je me demande si ce n'est pas une expression de Roland Barthes, en fait, qui avait été reprise par une amie qui enseigne la littérature à l'EHESS, qui s'appelle Marielle Massé, et qui justement qui avait beaucoup d'admiration pour Mireille Delmas-Marty. Donc déprotégeons-nous, c'était d'une certaine manière un slogan que j'ai beaucoup utilisé ces dernières années. Là, je vais être droit à ce qui me semble justement dans un monde de brut, dans un monde de rapport de force. Je pense à un message que j'ai reçu cette nuit d'une amie de Mireille qui s'appelle Christine Lazerge, qui a dirigé la commission, présidé, le mot diriger ne lui convient pas, la Commission nationale des droits de l'homme, et qui disait, voilà, elle est morte juste avant la guerre, qu'est-ce qu'elle en aurait pensé, et justement, qu'est-ce qu'on fait face au pur rapport de force. Que dit le juriste face au pur rapport de force? Comment est-ce qu'on... Et c'est là que j'évoquais cette magnifique phrase de Simone Weil, on est barbare avec les faibles. On est toujours barbare avec les faibles, on n'y peut rien, si je peux dire. On a beau dire il ne faut pas être barbare, on est barbare avec les faibles. Donc il y a deux solutions, il faut à la fois, il faut simultaner, il faut armer les faibles, il faut défendre les faibles. Le droit a... Une des fonctions du droit, c'est bien de défendre le faible par rapport au fort. C'est vraiment une des fonctions essentielles du droit. Mais il y a aussi une autre fonction qui n'est pas peut-être pas celle du droit et qui est peut-être plutôt celle de la littérature, de la poésie, etc. D'où peut-être une sorte d'alternance un mélange entre les deux. Et puis tous les arts, c'est de redevenir sensible. C'est-à-dire en fait de déprotéger les forts, de déprotéger ce en quoi nous sommes forts, c'est-à-dire en quoi nous sommes
toujours trop protégés. La cuirasse, le fait d'être cuirassé, d'être protégé, d'être bardé de sécurité. Nous sommes dans des sociétés hantées par la sécurité, hantées par les protections, par l'assurance. Rien ne peut nous arriver. Ça a été la surprise avec le Covid que quelque chose puisse soudain passer à travers les murailles de la protection. Donc voilà, se déprotéger, ça a du sens en ce sens-là. Il faut penser cela aussi. Et donc il y a pour moi, je pense pour Mireille, voilà une sorte de prendre le problème par les deux côtés. Par le côté de la déprotection qui est ce côté d'une resensibilisation. Pensez à un droit sensible. Pensez à un droit qui est un droit qui soit une prothèse de la sensibilité. Lorsqu'elle dit qu'il faut élargir le droit à des êtres non humains, etc., c'est comme des prothèses de la sensibilité. Il faut qu'on s'imagine à la place d'eux. Et donc il faut qu'on ait... le droit est là presque comme une poésie, comme une poétique pour élargir notre sensibilité. Et ça, je pense que c'est très important. Et réduire et écarter l'humiliation. Et écarter l'humiliation, voilà, c'est ça, oui. Ouais. Ça, c'est un sujet... On est parti pour 1 heure, là. Oui, on est parti pour 1 heure. Ça a été vraiment, un des points de nos conversations, un point important sur lequel on était très, très proches et qui m'a permis de faire le dernier petit livre que j'ai fait là-dessus. Si vous voulez, mon idée, c'est que l'humiliation empoisonne les inégalités, les injustices, les violences. Il y a que s'il n'y avait pas d'humiliation, à la limite, les violences ne seraient pas si graves que ça. Les humiliations affectent les êtres qui sont en demande de reconnaissance que nous sommes, le besoin nous sommes des sujets parlants, nous ne sommes pas juste des troupeaux d'animaux qui ont besoin de bouffer, de manger, on a aussi besoin de parler, on a besoin d'échanges, on a besoin de, quand je dis parole, c'est dans tous les sens du terme, de conversation, ça peut être aussi d'ailleurs se toucher, ça fait partie de la conversation pour moi, ça fait partie de et voilà, l'humiliation, c'est ce qui brise ce circuit-là. On n'est plus que des brutes. Et voilà, je pense que aujourd'hui, il y a trop d'humiliation. On est dans une société très humiliante dans les rapports entre les peuples, dans les rapports entre les personnes, et que ça a des effets gigantesques. Et ça a à voir, en effet, avec cette question de déprotégeons-nous pour... Même ne nous protégeons pas contre l'humiliation, parce que plus on se protège contre l'humiliation, et plus on devient insensible à l'humiliation, à celle que l'on fait subir aux autres. Donc c'est un cercle vicieux. Jean-Michel, est-ce qu'une pensée comme celle de Mireille, elle attire l'attention des jeunes et futurs juristes? Oui, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, d'abord, je voudrais dire, c'est engager également cette démarche dans l'humilité, à côté de l'humilité, dans l'humilité, et par conséquent dans l'écoute. Voilà. C'est le respect de l'autre, c'est l'écoute de l'autre. Voilà. Alors en ce qui concerne les jeunes, eh bien, notamment les jeunes étudiants, sont et parmi les plus brillants, parce que je dirais parmi les plus brillants parce que cette pensée est très originale et elle fait appel à des disciplines qui vont voir à droite et à gauche, en haut et en droit, par rapport au droit. Ça n'est pas uniquement le droit, ça n'est pas le raisonnement binaire, c'est quelque chose de totalement différent. Et là, ça attire effectivement des esprits originaux. Et les jeunes, enfin, puisque Mireille, en fait, a enseigné un petit peu partout dans le monde, elle avait une cohorte d'étudiants chinois, elle a créé, à travers son réseau ID, des relations avec les États-Unis, le Brésil, la Chine. Par conséquent, effectivement, et on l'a bien vu, malheureusement, au moment de son décès, tous les témoignages qui sont arrivés du monde entier, qui sont arrivés de Chine, qui sont arrivés d'Afrique, qui sont arrivés évidemment d'Europe, de différents pays, on voit bien comment cette pensée mérite d'être poursuivie, d'être prolongée, et les jeunes se sont sentis une responsabilité, se sont sentis investis d'une responsabilité en disant mais comment allons-nous faire pour pouvoir poursuivre cette pensée? Et ils sont en relation. Vous voyez, nous citions tout à l'heure là quelqu'un qui s'est branché, Antoine Portangen. Antoine Portangen est un jeune étudiant qui est à la recherche d'un sujet de thèse, qui a été extrêmement présent aux côtés d'Antonio dans les derniers mois de vie de Mireille, et qui a été un ange, mais un ange. Antoine n'était pas un étudiant de Mireille. Il a découvert la pensée de Mireille
à travers un ouvrage qu'il a lu. Il a été fasciné. Et il s'est rapproché de Mireille. Et aujourd'hui, ce qui me fait très plaisir, c'est que je vois que, ayant témoigné cette affection, cet attachement à Mireille au cours de ces derniers mois, il a été totalement adopté par la communauté universitaire. Et la plus belle communauté universitaire qui soit. Bon, quand vous avez Gabriel Fonza, qui est professeur de droit à Bologne. Bologne, c'est une des plus grandes universités de droit en Europe, qui enseigne en 5 langues, qui est brillantissime. Quand je vois qu'elle le prend sous son aile, et qu'à côté de cela, il y a plein d'autres gens de cette communauté qui adoptent Antoine Portangen, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà. Est-ce que dans le monde de la philosophie, il y a ces mêmes réactions? Il y a de l'intérêt, il y a peut-être des thèses qui se préparent, la pensée continue à circuler? Je ne suis pas très au courant. Oui, mais là, le milieu à l'EHE, à l'école des hautes études en sciences sociales où je suis, c'est plutôt au CRAL, donc Centre de recherche sur les arts et le langage. C'est plutôt un milieu littéraire, si vous voulez. Alors, c'est une philosophie un peu matinée d'autres choses. Si vous voulez, de la même manière qu'en droit, il n'y a pas beaucoup de philosophie, en philosophie, il n'y a pas énormément de philosophie du droit. Il y a la philosophie philosophie, etc. Mais philosophie du droit, ça manque. Ça manque. Justement, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dirigé vers Mireille, parce que justement, je suis depuis toujours intéressé par le droit et par l'interface entre le droit et la philosophie. Et ça manque. Alors, Ricoeur avait fait des choses plutôt en direction des magistrats. Il y avait tout un... Mais le droit à lui-même. Et donc, je trouvais que Mireille avait, en fait, justement, les conversations qu'on était en train de préparer, dont l'entretien qu'on a fait là était juste une sorte d'embryon, c'était pour faire un livre qui se serait appelé Conversation sur l'institution imaginaire de nos sociétés. Alors, le titre est un peu à la Castoriadis, c'est l'idée de l'institution imaginaire de la société, mais c'est l'idée qu'il y a une dimension, il y a un imaginaire instituant et un imaginaire institué. Le droit, on pourrait dire, du côté de la norme, de l'imaginaire instituant. La force de Mireille, c'était de dire non, c'est pas seulement la norme, c'est aussi la source du droit, la visée du droit, la formation, le droit à l'état d'émergence, on va dire. Et de voir que le droit à l'état d'émergence, dans le monde d'aujourd'hui, il n'est pas seulement issu de l'activité des États, il est aussi issu de toutes les activités des contrats, donc de toutes les multinationales, bien sûr, mais aussi de la société civile. Lorsque la société civile va aller défendre un arbre, un paysage, ou une situation... c'est la société civile devient productrice de droits, productrice de normes. Ça me semble très important parce qu'on est quand même une société par ailleurs très machiavélique dans laquelle il y a beaucoup de brutalité, beaucoup de mensonges, beaucoup de violence, beaucoup de mensonges, mais pas seulement ça, où il y a aussi en face, s'il y a de la violence et du mensonge, au sens de Machiavel, ça veut dire qu'en face, il y a de la lâcheté face à la violence, et il y a aussi, je dirais, de la bêtise volontaire, des gens qui se laissent embominer volontairement. Et il me semble que la société civile telle que Mireille l'appelle de ses voeux, et telle qu'elle aussi, et qui existe et à laquelle elle était attentive, qu'elle faisait rentrer dans le cercle, je dirais, de la formation du droit, c'est justement une société civile ni lâche ni bête, voilà, pour le dire comme ça. Et ça me semble très, très important. Alors oui, je pense qu'elle a ensemencé beaucoup de questions très philosophiques, on pourrait les énumérer, et sur toutes sortes de sujets. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité, par exemple? Qu'est-ce que c'est que... alors, voilà, elle est allée chercher face à la mondialisation, la notion des nuages glissants de mondialité, la mondialité. Donc c'est une notion littéraire, mais en fait, elle en fait un usage, pour moi, tout à fait philosophique. Donc je pense qu'il y a plein de semences de thèmes qu'elle a jeté des semences et qui vont lever certainement. Donc j'ai tout à fait confiance, je dirais, de l'importance, de la stature philosophique de la pensée de Mireille Delmas-Marty, évidemment. À votre avis, face aux événements qu'on vit aujourd'hui, par exemple l'Ukraine, elle est morte avant, qu'est-ce qu'elle aurait dit? Peut-être Jean-Michel? Et puis après, Olivier? Ce serait peut-être... incongru de ma part de dire ce qu'elle aurait dit. Imaginons un peu. Oui, non, j'entends bien. Je ne sais pas ce qu'elle aurait dit. En tout cas,
pour elle, c'est cette volonté de puissance, cet impérium, cette suprématie supposée d'une souveraineté est d'avance vouée à l'échec. Nous sommes sur une planète qui est petite, qui est limitée. Nous avons une démographie qui est de plus en plus importante. Et ne serait-ce que cela montre que de toute façon, nous devrons ou bien essayer de vivre en bonne intelligence les uns avec les autres, ou bien, et elle ne l'excluait pas, nous détruire les uns les autres. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que peut-être dans 30 ans, ces propositions deviendront opératoires. Mais peut-être, ou peut-être pas. Et dans le petit souffle innommé qui vient essayer de raisonner les grands vents du monde, c'est précisément cet appel à la raison, c'est cet humanisme, c'est cette volonté de rechercher le bien commun qui préside, si vous voulez, à sa pensée, à sa volonté. Et quand on parle d'ailleurs de l'humanisme juridique, en fait, à Gutla a été inaugurée une bibliothèque des humanismes juridiques. Le pluriel n'est pas indifférent. Olivier vient d'en dire 3 mots. Mireille, dans le dernier état de sa pensée en gestation, réfléchissait de plus en plus au rapport entre humain et non-humain, pas seulement d'ailleurs le domaine du vivant, mais également le domaine du minéral. C'est-à-dire que pour elle, le concept de Gaïa avait une signification. Et je pense que si elle avait vécu encore quelques années, c'est une pensée qui se serait allée en approfondissant. Et nous, notre rôle aujourd'hui, me semble-t-il, c'est, avec cette boussole des possibles, d'inventer le compas qui nous permettra de naviguer à travers les différentes directions de la boussole. Olivier ? Face à ta question, je pense que oui, elle aurait été quand même très meurtrie, je pense, quand même de cette. Je trouve une phrase là qu'elle citait d'Empédocle qui dit quelque chose d'important pour sa pensée. Jamais le changement ne cesse son perpétuel devenir, soit que l'amour amène tout à l'unité, soit que la haine disloque et dissocie ce que l'amour a réuni. Ainsi, dans la mesure où l'un est toujours né du multiple et où de l'unité disloquée, le multiple toujours s'est constitué, jamais le changement n'arrête son perpétuel devenir. Voilà, c'est une sorte de... Voilà. Donc l'un, le multiple, l'amour, la haine, ça n'arrête pas. Et c'est-à-dire en fait qu'il faut faire attention aussi à l'amour. Parce que justement, l'unité, le désir d'unité, le désir de revenir à l'un, c'est ça aussi qui est le grand risque d'une unité juridique totale qui deviendrait complètement totalitaire, justement. Et voilà. Donc il faut penser le pluralisme. Elle disait, pour y parvenir, il faut sans doute distinguer les divers pluralismes qui sous-tendent le discours sur le droit, en se souvenant que l'énigme de l'un et du multiple a hanté l'histoire des sociétés humaines. Les anciens s'étonnaient déjà de ce qu'Empédocle d'Agréginte nommait le double aspect des choses, car tantôt l'un a grandi seul du multiple et tantôt au contraire le multiple est né de l'un. Voilà. Donc il faut abandonner l'utopie de l'unité et l'illusion de l'autonomie afin d'explorer l'hypothèse d'un processus d'engendrement réciproque entre l'un et le multiple que l'on pourrait nommer, pour marquer le mouvement, pluralisme ordonné. Alors j'insiste sur cette notion de pluralisme ordonné qui est très centrale dans sa pensée. En fait, c'est un vieux thème qu'on trouve depuis Platon. Toute la pensée politique, contrairement à l'image que l'on a d'un platonisme très ordonné, je pense que justement Platon, c'est toujours le mélange de l'un et du multiple. Bon, c'est pas le sujet ici, pas là pour faire un cours sur Platon, mais je pense qu'elle voyait dans l'expérience de l'Europe, non pas dans ce que l'Europe a d'arrogant, mais malgré elle-même, dans l'Europe, à travers la douleur de la conflictualité des droits, des langues, etc., quelque chose comme un laboratoire de ce pluralisme ordonné
dont elle pensait que l'Europe, pour le meilleur, si elle y arrivait, pouvait donner une sorte d'exemple, pas un exemple exemplaire, mais montrer que on peut maintenant essayer d'imaginer quelque chose qui dépasse les droits, les États et les États, on peut dire soit totalitaires, unifiés, un seul droit hégémonique, soit une sorte de juxtaposition relativiste dans laquelle il n'y a plus de destin commun, il n'y a plus de règles communes. Il faut penser à la fois la règle commune et le respect de la pluralité. C'est pas une utopie réaliste, ça? Pour elle, justement, le réalisme doit changer de camp. J'adore cette idée que le réalisme, il faut que le réalisme change de camp, parce que justement, la situation actuelle, elle est profondément irréaliste. Mm-hmm. On va vers des choses profondément irréalistes. Il faut absolument que le réalisme change de camp. Antonio, prenez le micro, puis on va revenir à vous. Oui, Antonio. Oui. Comment on se retrouve, vous, sans elle? C'est une question directe, mais je crois qu'elle est importante. Comment vous le vivez, vous? Je ne m'attendais pas. Hein. Je l'ai un petit peu dit à Marie-Laure il y a un certain temps. Je me suis trouvé en porte-à-faux. Et puis c'était tellement gentil. J'ai dit je viens. Mais ma première réaction c'était Mireille n'est plus là, c'est fini. Ne viens pas. Je laisse tout tomber. Ah ouais. Et c'est pas encore. Je suis venu parce que. Et puis vous êtes venu voir Mireille. J'ai dit beaucoup à beaucoup de personnes qui voulaient la voir. Vous savez, elle ne peut plus parler. Je suis pas sûr qu'elle va vous reconnaître. On vient quand même. Et ça. Et qu'est-ce qu'elle vous a légué à vous? Qu'est-ce que vous... Voilà. À moi, légué? Oui. De même qu'elle a légué dans le domaine du droit ou de la philosophie. J'ose pas trop y penser parce que c'est énorme. Oui. Il faudrait que je continue. Justement, il y a des fois, je me sens pas légitime. Et puis, à vrai dire, le fond du fond, c'est que pour qui, un jour, j'ai dit à Mireille, mais pour qui je fais la boussole? Je n'étais pas, même pas. Alors je dis, pour moi, non. Pour Moutla, non plus, parce que pour l'humanité, non. Pas pour l'humanité, parce que vu ce qu'elle est capable de faire, et là je dis, mais je le fais pour vous. Alors s'y attendait pas, puis moi non plus. Finalement, je l'ai fait pour elle. Pour lui donner un coup de main, puisque un coup de main, c'est tout. Un coup de main, puisque même si ça sert peut-être à rien, il faut le faire quand même. Et alors j'ai donné un coup de main. Du coup, elle était assise sur cette chaise, vous avez vu, elle n'est plus là, et moi je suis comme un con. Vous avez quand même une mission, parce que ce qu'on a vu, c'est un prototype. Oui. La vraie boussole n'existe pas. Elle sera comment et quel sera votre rôle? Il faudrait un jour, il y aura peut-être la boussole comme je la vois, bon, à une échelle qui commence à devenir monumentale. Mais tout ce que vous avez vu là, à vrai dire, je vous le dis, le jour où on a dit ça, moi je savais que j'avais 2 ans de boulot et qu'il y aurait quand même pas mal de matériaux à acheter. J'ai puisé dans mon stock à moi en fin de carrière, j'avais pas mal, mais c'est tout simple. Hein. Ça, ce que vous avez vu là, c'est 5 000 € de fourniture qu'a payé Mireille et 2 ans de boulot. Entre la conception, parce qu'il a fallu le fabriquer, ça, petit à petit, avec les erreurs et tout. Donc, on n'a rien demandé à personne. Voilà. Bon. Mais ça m'est arrivé de me dire, mais qu'est-ce que je fais? Il faut que j'aille ma vie. Je veux dire, j'ai des chantiers qui attendent. Tout s'est arrêté chez moi. Pendant des mois, les chantiers finis. Et alors j'essayais de faire autre chose. Impossible. J'y arrivais pas. Vous étiez sur l'essentiel. Et je retournais. J'ai essayé 10 fois
Je me dis, bon, ça suffit, là, j'arrête à moi, quoi. Ouais. Rien à faire, je pouvais pas. C'était fascinant. Et c'est beau la séquence où vous dites la liberté, je ne sais pas comment la formuler, comment la créer, sinon par le poème. Ben oui, heureusement qu'on a eu Paul Éluard qui a écrit, j'ai écrit ton nom. Hein. Donc, ça m'a permis de faire une double métaphore, presque. J'écris ton nom, donc il y a le jeune là, qui a récité tout le poème. Mais j'étais sauvé là, parce que j'ai dit, mais la liberté, ça va être, je vais écrire, j'écris ton nom. Oui. Et c'est un oiseau. Ah, l'oiseau, il disait, oui, vous avez mis un oiseau. C'est l'oiseau qui écrit, j'écris ton nom. Magnifique. Et voilà. Donc, c'est comme ça que les figures mouvantes, puisqu'il fallait que tout ça bouge. Oui. Le mouvement essentiel. Juste un mot sur la liberté. C'était pas évident de s'en sortir, mais le plus terrible, c'était, Mireille, c'était comment stabiliser sans immobiliser. Vous êtes plasticien, vous faites quoi avec ça? Et comment on résout le problème? Eh ben, par le fil à plomb. Ouais. C'est-à-dire, il y en a pour 2 heures, là. Si non. mais le fil à plomb, donc, le plomb est immergé, oui, comment on l'a en vu. partie dans l'eau. Oui. Allez, juste une anecdote. À quoi sert un fil à plomb? Sans fil à plomb, on serait par là ici. Hein. L'œil humain ne permet pas de maîtriser les verticales. Sans fil à plomb, pas de Notre-Dame de Paris, pas de Taj Mahal, pas de pyramide, pas de Sainte-Sophie, rien. Alors, on veut faire un clocher de 50 mètres. Comment on fait pour mettre le coq là où on veut au sol? Bon, il n'y a que le fil à plomb. Sauf que quand il y a du vent, toujours le vent, donc on fait un échafaudage, on monte à 50 mètres et on plombe. Sauf que quand il y a du vent, ça fait bouger le cordeau. Alors pour prendre des mesures latérales, parce que le fil à plomb donne la verticale, et on peut, à partir de cette référence, on peut prendre toutes les horizontales. Le plomb bougeait trop avec le vent. Bien, les constructeurs du Moyen-Âge ont eu cette idée, qui n'est même pas une idée, ils plongeaient le plomb dans un seau d'eau. L'eau, élément primordial, amortissait Mais au fond, les mouvements du fil à plomb. Mais au fond, c'est vous qui avez amené le fil à plomb à Mireille ou c'est l'inverse? C'est vous qui l'avez amené. Moi, oui. Donc il y a vraiment interaction. Oui. Alors, donc, stabiliser sans immobiliser. Parce que comme il sous-tend la spirale qui, elle, avec le petit souffle au bout, bouge tout le temps, c'est jamais immobile. Alors là, j'ai dit, voilà, Mireille, je stabilise sans immobiliser. Magnifique. Ah oui. Magnifique. Voilà. Je crois que vous vouliez ajouter quelque chose, François. Non, c'est parce qu'en fait... Prenez le micro. Il est trop modeste, en fait. Oh non, on a compris. Je finis quand même. Le fil à plomb, un jour, je dis à Mireille, ça pourrait être quoi? J'ai dit aussi à Goutelat, symbolique du fil à plomb. Élévation de soi, droiture morale, vérité. Alors il y avait plein de jurys, je dis, ça vous rappelle rien? Et là, Mireille a dit, la gouvernance mondiale. La pensée repartait. Voilà. Et ça, tout était comme ça. Ouais. François, vous vouliez ajouter quelque chose? En fait, juste qu'en fait, quand même, la boussole, elle existe dans cette forme-là. Et que tout à l'heure, Olivier, tu parlais de semer. Et en fait, j'ai l'impression qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est bien de trouver des relais pour faire vivre cette pensée et pouvoir disséminer cette pensée. Et il me semble que la boussole,
c'est un point d'ancrage qu'on peut déplacer, autour desquels on pourrait faire des événements, et qui me semble aujourd'hui, encore plus qu'avant, essentiel de pouvoir justement se rencontrer autour d'idées qui sont finalement, qui ont la chance d'être, Mireille elle les a rendues très intelligibles et très abordables, parce que justement elle a employé des mots justes, et que du coup elle nous livre ça, et on pourrait s'emparer de ça pour se projeter autrement dans le monde. Et tout à l'heure, par rapport à l'Ukraine, ce qui se passe, quand dans son témoignage, elle dit voilà, les nations sont tournées vers le passé, alors qu'il faudrait imaginer un avenir commun, parce qu'on a un destin commun. On voit bien que c'est l'illustration même de ça, ce qui se passe. Des États qui sont tournés sur eux-mêmes, et ça produit ce qu'on connaît, quoi. Voilà. Et donc, en fait, je pense que ce qu'a fait, du coup, Antonio avec cette boussole, qui est un objet manifeste de la pensée de Mireille, enfin, moi je l'ai vécu comme ça, et c'est vraiment un relais qu'on peut utiliser pour faire vivre cette pensée. Merci. Y a-t-il des questions ? Quelqu'un veut-il intervenir ? Charles, qu'on salue. Salut Kléber. Charles Kléber est avec nous, membre du comité. Qui veut intervenir ? Vous voulez intervenir ? Je voulais juste vous dire que je ne crois pas qu'elle peut être plus vivante qu'elle est vivante à ce moment. J'avais la chance, j'étais à Château de Goutelat le mois passé, et chaque fois que j'arrive à un espace, je prends le temps à sentir l'espace, à comprendre les énergies, la nature, les sons. Donc je suis arrivée à cette boussole. Ah là là. Les mots sont pas suffisants, parce que elle est tellement connectée avec les éléments, le vent, la terre et l'eau, bien sûr. Et les objets dedans, chaque objet te fait rentrer dans des réflexions jusqu'à l'infini. Et moi, j'ai senti que le cage ouvert, c'était la liberté. J'ai pas compris. Hein. C'est jusqu'à maintenant. C'est normal. Oui, oui. C'est la sécurité de parodie du sécurité. Il y a d'autres, quand j'écris ton nom, j'en ai fabriqué un d'ailleurs, en maquette. J'ai dit, bon, ceux qui connaissent Éluard et le poème vont comprendre tout de suite. Ceux qui ne savent pas vont demander à leurs voisins. Oui, moi je sais. Ah ouais, bah oui, bah voilà. Et c'est ce qui se passe. Le même jour, le matin, j'étais à Clermont-Ferrand et j'ai acheté ce livre, Les Nombres Boussoles, le matin avant que je voie cette installation, en fait. Et je suis revenue et j'ai vu la boussole. Et je n'étais jamais été connectée avec la boussole de ma vie, ni nord, ni sud, ni rien du tout. Hein. Et donc, je crois que c'est un objet magique. C'est un objet vraiment qui a beaucoup de pouvoir. Et maintenant, en vous entendant, en vous écoutant avec tout ce qu'il y a au-dessus de ce que je vois et de ce que j'ai senti, ça... Merci. Ah, puis, je vous dis, j'arrête parce que sinon, il y en a pour 3 heures. Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas dans l'objet lui-même, mais qui sont extrêmement importantes. Mais c'est petit à petit, l'articulation. J'ai même, à Goutelat, donc à l'automne dernier, ont été invités les 4 meilleurs thésards de France. Bon, des jeunes, super sympas. Alors évidemment, ils ont su que Mireille était par là. Oh là là. Alors bon, je l'ai emmenée, ils ont causé avec elle et tout. Et parce que j'aime bien m'amuser quand même un peu, à la fin, c'est 4 personnes quand même. Je leur dis, il y a une chose dont j'ai pas parlé à propos de cet objet que vous avez vu, je vous ai expliqué. C'est l'articulation. Et j'ai dit, moi, je l'ai faite. Mais vous, comment vous allez la conceptualiser? C'est votre boulot, vous êtes juriste. Pas de réponse. Et pourtant, il y en a une. Dans la pensée de Mireille.
du moment où vous êtes arrivé au chalet, Mireille avait passé quelques jours au chalet, alors, et c'est là que c'est... Je viens un jour chercher Mireille au chalet, oui. Jacques et Marie. Et je venais, parce qu'après il fallait l'amener à Genève, voir un médecin, Italie, et je venais de trouver l'articulation. Donc j'ai fait une maquette la veille, et vous êtes les premiers à avoir vu ça. Bon, c'est technique, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une rotule à portée sphérique. Ça peut tourner et osciller. Alors vous allez être... Et personne, pour l'instant, je vais vous le dire, c'est-à-dire que dans la pensée de Mireille, je me tourne parce que je ne saurais pas les termes, moi. Il y a une part importante de sa pensée qui consistait à dire il faut comment concilier les droits nationaux pour en faire un droit planétaire. Comment elle disait ça? Il y a des phénomènes d'hybridation. Parce que sa chaire, c'est quand même internationalisation du droit. Bon, c'est écrit, c'est bon. Eh bien, il s'agit bien d'articuler. L'articulation qui reçoit toutes les influences des vents contraires, plus celle de la spirale logarithmique. Elle est au cœur de ça, l'articulation. Donc, ça correspond à cette obsession presque de Mireille. Comment arriver à faire quelque chose, ça, moi j'utilise mes mots à moi, avec les droits élaborés par les pays au fil de l'histoire et tout, est quelque chose de tellement plus vaste à l'échelle planétaire. Il faut articuler. Bon, ben voilà, l'articulation, c'est ça. Merci beaucoup. Allez-y, allez-y. Elle recherchait... Oui, oui. Invisible. Oui. Tout bouge, mais là, on voit pas. Dans ces différents endroits, elle recherchait précisément les interactions, voilà, des phénomènes d'hybridation. Voilà, c'est tout ce qui permet effectivement d'aboutir à des processus, et la sémantique n'est pas innocente, c'est pas tellement des concepts, c'est des processus, c'est des choses qui sont en mouvement, qui évoluent, qui tiennent compte des sensibilités différentes des différents peuples. Voilà. Puisque nous sommes ici, Orient et Occident, quand l'occidental est au bord de l'océan et qu'il voit une vague venir mourir sur la plage, il voit la vague. L'extrême oriental ne voit pas la vague. À travers la vague, il voit l'océan tout entier. Et bien, ça fait partie, effectivement, d'une forme de pensée qui se nourrit à travers ces différentes cultures, ces différentes civilisations et à travers la poésie. Voilà. Tout à l'heure, Olivier évoquait l'amour. L'épée de Mireille est une épée qui est enflammée par l'amour. Car l'embout qui est... Il n'y a pas de fourreau à son épée. Elle était petite, Mireille était une personne plutôt fragile, il ne fallait pas que ça soit trop lourd. Il fallait donc qu'il y ait un embout pour éviter que l'épée ne pique, ne blesse. Cet embout, il est un petit peu en forme de cœur, si on veut, et il est repercé d'une flamme. Cette flamme, c'est quoi? Cette flamme, c'est celle qui a été dessinée par Botticelli au chapitre 25 du Paradis de Dante. Dante voit apparaître dans le paradis des esprits sous forme de flammes. Au chapitre 24, il voit apparaître la flamme de Pierre, avec lequel il a une discussion sur la foi. Puis apparaît une flamme plus lumineuse, qui est celle de Jacques, et il a une discussion sur l'espérance. Et enfin, la flamme la plus belle et la plus brillante est celle de Jean, et il a une discussion sur la charité, autrement dit sur l'amour. Eh bien, cette flamme, elle n'est pas tournée vers l'extérieur. C'est pas l'épée de l'ange qui chasse Adam et Ève du paradis.
c'est au contraire une flamme qui embrase l'épée elle-même. Merci infiniment. Question? Quelqu'un veut-il intervenir? Bon alors, ouais, vas-y. J'ai pas fini. Mais vas-y. J'ai tellement entendu parler de Mireille quand j'étais dans le château, mais je n'ai jamais compris c'est qui Mireille jusqu'à ce moment. C'est très précieux. Parce que je crois que Mireille, quand elle était vivante, elle a mis la graine dans le côté philosophique, la graine du côté juridiciaire, la graine du côté artistique, la graine du côté du mémoire. Et voilà, c'est le fruit là qui peut juste voler partout et existe partout. Un grand morceau de son génie, c'était de créer des liens entre les gens. Ouais. Mais d'une façon tellement naturelle. Je disais, Emanuela, il se considère comme une famille. Et elle faisait ça comme ça. La brigade. Oui, quand elle était malade, c'était devenu une brigade. Ouais. Aussi une réflexion qu'il y a la dualité ici partout. Non, il y a la dualité, ça et ça. Et moi, quand il me parlait des gens de la bipolarité, je parlais plus du concept de la polylarité. Et ce qui est beau ici, que avec le vent, quand ça bouge, toutes ces dualités peuvent s'interagir et prendre place de différents angles, donc c'est complet en fait avec tout ce qu'il y a dans la vie. Mes questions, est-ce que vous avez un plan de bouger avec ça plus comme vous faites maintenant, ce qui est très beau? Est-ce qu'il y a une vision de faire vraiment une autre boussole, de continuer, parce que c'est tellement vivant pour qu'on sentir l'amour maintenant. Merci. Bon, je vais pouvoir vous raconter quelque chose. Un jour, Emmanuel Afonso est allé voir le maire de Bologne pour lui dire il n'y a pas de monument à l'humanisme dans cette ville. À Bologne, c'est la première université d'Europe. Bon, elle a été, parce que Emmanuel, elle a peur de rien. Et alors, chez moi, donc Mireille allait, ça y est quoi, elle perdait conscience et tout. Et je me suis réveillé un matin à 4 heures avec le mot monument, là. Ça fait bizarre de se réveiller et d'avoir un mot monument. Donc il y a quelque chose qui allait pas. Et là, il y avait Antoine qui dormait dans la chambre de ma fille. À 4h30, j'appelle Antoine. Je réveille Antoine, je lui dis « Viens, il faut que je te parle ». Alors, il vient dans la maison. Et là, Antoine, 25 ans, voilà. Il est là, il vous écoute. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'il est là, oui. Et je lui dis, bon, j'allais pas bien non plus, hein, mais je lui dis, il y a un truc qui va pas, monument, ça va pas. Et j'ai dit, ça y est, j'ai compris. C'est complètement antinomique, le mot monument, avec la pensée de Mireille. Ça va pas du tout. Et là, j'ai compris que j'ai dit, la boussole, quand le prototype, ou à plus grande échelle, sera un objet manifeste forain. Una giostra, un manège, un forain, mobile. Surtout pas implanté quelque part pour dire, regardez, ça c'est le monument à l'humanisme. Tout le contraire. Mais, au niveau conception pratique et tout, c'est pas évident. Hein. Et là, j'ai dit à Antoine, je vais le dire à Mireille. Donc elle était là. Et elle dormait, quoi. Alors, près de son oreille, je lui ai dit ça à Mireille, je viens de comprendre un truc. La boussole, monument, c'est pas possible. C'est pas possible. Et là, j'ai vu les paupières qui faisaient comme ça, et une larme. C'est la dernière chose
Je pense qu'elle est entendue. Après, elle a sombré. Eh ben, voilà. Donc, c'est la réponse, non? Voilà. C'est la réponse. Bon, je crois qu'on ne peut pas trouver plus belle conclusion quand même. Mireille, on va demander à Marie-Laure de bien vouloir conclure. Vous avez été magnifique. On peut vous applaudir. Oui.